Mon climatiseur était en marche et à un moment donné, j'avais des laissages. Je sors, je prends ma voiture, en cours de route, je me rends compte que les feux tricolores étaient tous en bas. Pas d'électricité. J'arrive au bureau, j'avais de l'électricité, j'étais conseiller du Premier ministre. Je commence à travailler, à un moment donné, j'avais un problème de connexion d'Internet. Pas de réseau. Le soir, je rentre à la maison, je voulais suivre un match de football. J'ai commencé à suivre et à un moment donné, des messages. Ces problèmes que j'explique, que j'ai vécu, sont des problèmes que nous connaissons tous. Et je dirais que pratiquement tous les jours, nous sommes confrontés à ces difficultés liées au dysfonctionnement des infrastructures dans nos pays, notamment en Afrique. C'est vrai que ces problèmes sont également connus dans les pays développés, mais beaucoup plus dans nos pays africains. Et quelles sont les causes? Le plus souvent, le monde développé, les pays tels que la France, les États-Unis, ils connaissent aussi ces problèmes, mais beaucoup plus dans le volet de maintenance des infrastructures, beaucoup plus. Aucun pays n'est épargné par rapport à cette situation. Et revenant sur le continent africain, nous avons des études qui nous démontrent que les besoins annuels en infrastructure sont estimés environ à 100 milliards de dollars. Et le cap de financement s'estime à environ 51% de ces besoins. C'est-à-dire que globalement, chaque année, on a à peu près 52 milliards de dollars de besoins non couverts. Ce qui a forcément un impact sur la croissance de nos pays. Et pour ce faire, il y a des propositions qui sont faites pour pouvoir solutionner ce gap de financement. Parmi ces propositions, en gros, nous avions l'intervention du secteur privé pour s'associer au secteur public en vue donc de financer ces infrastructures. Cette intervention se fait de diverses manières, on peut y revenir, mais elle va consister à associer secteur public, secteur privé. Pourquoi? Parce qu'on voudrait faire appel au secteur privé du fait du système de management privé qui est réputé être performant. Et nous verrons d'ailleurs, pour nos amis du secteur public, quand on nous parle de budget de programme le plus souvent, c'est cette logique de performance qui est recherchée. Et cette performance s'inspire du système de management privé. Et donc, on va associer le secteur privé afin qu'il apporte une expertise, un savoir-faire, le système de management privé, mais aussi qu'il apporte des ressources en vue donc de favoriser le financement de ces infrastructures. On parle alors de partenariat public-privé. Pour ce qui me concerne, je dis que ce partenariat doit viser la performance, l'atteinte de l'objectif en termes d'efficacité, en termes d'efficience, mais j'ai aussi constaté un manque d'évaluation des résultats projetés dans la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Et pour aller plus loin, je dirais qu'il y a ces partenariats publics-privés, nous avons tendance à avoir deux parties. Partie publique, partie privée. Moi, dans mes travaux de recherche, j'ai démontré que nous avons en réalité trois parties prenantes. La partie publique, qui va définir globalement la mission assignée au secteur privé, qui va définir une politique en matière d'infrastructure, une politique d'investissement, et qui va chercher le partenaire privé pour mettre en œuvre cette politique. Et l'objectif du partenaire public consiste notamment à quoi? À la maîtrise du budget, la maîtrise du temps et à la qualité de l'infrastructure. Le partenaire privé qui vient aura pour objectif de maximiser son profit. T'as raison? Profit. L'usager comme vous et moi a pour objectif de bénéficier de services de qualité, de services accessibles en termes de coûts surtout, en termes de qualité, en termes de durabilité. Et pour moi, dans un partenariat public-privé, il faudrait faire en sorte que ces objectifs, je dirais divergents, les différentes parties prenantes puissent converger. Sinon, on n'aura pas à faire un bon partenariat public-privé.
Quels sont les secteurs propices aujourd'hui dans la mise en œuvre des PPP? Nous avons globalement certains secteurs ici. L'eau, l'assainissement, un peu difficile, merci. L'énergie, et oui, beaucoup d'études ont démontré que le secteur de l'énergie est un secteur très propice. Le secteur des transports, oui, est un secteur propice. Le secteur des télécoms, globalement, télécoms indique propice. Le secteur de la santé, oui, mais cela nécessite vraiment des investigations, un accompagnement de la partie publique. Une fois ce secteur déterminé, comment se met en œuvre un partenariat public-privé? Nous avons là un schéma qui nous demande à peu près l'intervention des différentes parties prenantes, parties publiques, parties privées. Forcément la société de gestion qu'il faut mettre en place. Et ainsi les différentes sociétés qui vont recruter pour la construction, l'exploitation, la maintenance. Next. Les avantages du PPP, je pense qu'on peut y revenir. Next. Maintenant, quels sont les instruments de financement des partenariats publics-privés? Nous avons, je dirais, des instruments plus ou moins classiques que nous connaissons. D'abord, nous avons les financements des sponsors sous forme de fonds propres, pas sous fonds propres. Nous avions la dette. À ce niveau, dans le contexte africain, sciences manquées, on se rend compte qu'on s'est un peu trompé sur la problématique des PPP. Parce que les PPP portant sur des contrats de longue durée, 25, 30, 35 ans, portant sur le long terme, le plus souvent, on a besoin vraiment des financements de longue maturité pour financer ces infrastructures. Mais dans le contexte africain, on l'a vu, toutes les banques courent à court, les banques de détail, ils disent oui, on peut financer les PPP. On vous fait un prêt de 5 ans, on vous fait un prêt de 6 ans. Oui, ça peut se faire, mais attention. Pour faire un bon partenariat public qui porte sur des infrastructures de très long terme, il faut trouver des ressources adéquates. Donc, c'est déjà une problématique qui se pose dans le contexte africain. Les banques de développement, oui, c'est leur métier, les apports de financement. Mais c'est vrai que de plus en plus, on le voit, elles commencent à se confronter elles aussi à des questions de financement. Avec ce que le ministre des Finances nous a dit hier au niveau de la BAT, nous avons des questions de fonds qui se posent. Et c'est bien effectivement qu'il faut réfléchir. Trouver d'autres pistes de solutions. Pour le projet fonds propres, oui. Nous avons les marchés financiers qui sont un relais, un canal. Dans le contexte africain, rarement on fait recours au marché financier pour financer des projets en partenariat public-privé. Parce que nos marchés ne sont pas assez développés. Et je crois qu'hier encore, le débat a été fait, ce matin on a fait des débats. Et nous nous rendons compte, surtout dans notre contexte francophone, que ces marchés sont encore embryonnaires. On y va juste pour lever la dette, la preuve le marché secondaire n'est pas assez profond. On voit un peu ses limites. On peut revenir en arrière. On voit ses limites. Nous avons des subventions publiques. Ce que j'ai déploré en tant qu'expert en partenariat public-privé, lorsqu'on regarde la plupart des grands projets d'infrastructure que nous appelons PPP, vous allez vous rendre compte que l'essentiel des financements est fait par la partie publique, qui ne contrôle pas, excusez-moi, c'est le secteur privé. Et le secteur privé profite, c'est normal aussi, il a raison, il maximise son profit. Ces subventions publiques sont limitées dans le temps, on est d'accord, les prix sont très limités. Et cette utilisation inefficiente pose d'autres problèmes également au niveau de nos États. Mais c'est vrai, pour un début, on peut comprendre, parce que les PPP étaient des cas d'école. Et dans un processus de cas d'école, il était tout à fait normal qu'on ait beaucoup de subventions publiques, étant donné que l'objectif était de réaliser de très bons projets. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir, il faut revoir un peu le montage et voir comment faire intervenir le monde de subventions publiques, mais d'autres stratégies, d'autres techniques, on pourrait y revenir. Les compagnies d'assurance, oui, elles interviennent le plus souvent, et les compagnies d'assurance, surtout pour garantir, pour donner des assurances et tout. Mais dans d'autres cieux occidentaux, on voit qu'elles interviennent également au niveau des marchés financiers pour le financement des partenariats publics-privés. Maintenant, sur les pistes de solutions, nous pensons, pas que nous pensons, l'expérience a prouvé dans d'autres mondes que nous avons des instruments spécifiques tels que les banques d'infrastructure qui ont pour mission de financer les partenariats publics-privés. Lorsque vous allez demander de financer les études
d'un projet qui vous fait 150 milliards, ce n'est pas le secteur privé qui pourra facilement vous faire ce financement. Mais le plus souvent, ce sont les banques d'infrastructure ou les banques de développement qui vont s'associer et qui feront partie des sponsors, c'est-à-dire des actionnaires qui pourraient facilement trouver la ressource pour la réalisation des études. Et quand je parle de banques d'infrastructure, nous voyons un peu les CDC, oui, c'est les banques d'infrastructure quelque part, et leur mission est de financer les infrastructures. Nous avons les fonds pour les générations futures qui ont de la ressource destinée aux générations futures, donc la ressource longue qui peut être utilisée pour financer les études, pour financer les partenariats publics-privés. La finance islamique dans notre jeu n'est pas bien utilisée, mais elle est recommandée. Et c'est une piste qu'il faut développer pour financer les partenariats publics-privés, financer les infrastructures. Et surtout sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire des secours sur les marchés financiers. Ce sont des pistes. Et ensuite, la question du développement en profondeur des marchés financiers. Quand je parle de développement en profondeur des marchés financiers, nous voyons qu'aujourd'hui, quand je prends un pays, ou les pays de l'Afrique de l'Ouest, le UEMOA, nous avons environ 48 sociétés cotées en bourse. Avec 48 sociétés cotées, est-ce qu'on peut vraiment développer un marché, lever de la ressource pour aller financer des projets d'infrastructure? C'est une question qui se pose. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il faut vraiment réfléchir et développer nos marchés financiers. Comment peut-on développer ces marchés financiers pour pouvoir financer beaucoup de projets? Hier, on l'a évoqué un peu. Nous pensons, dans un premier temps, qu'il faut voir des cas concrets. Revenons dans le cas du Gabon, on a du pétrole. Si je prends le cas d'un pays comme le Burkina, on a de l'or. Un pays comme le Mali a du coton, le Burkina a du coton. Je pense que dans un premier temps, faisons en sorte de coter ces produits sur le marché pour les rendre plus attractifs, pour tirer des acteurs vers ce marché. Une fois que ces acteurs viendront, parce que vous avez des produits cotés, ils pourront également se faire coter sur ces marchés. Donc cela va favoriser le développement de nos marchés. Et à travers ces marchés, on pourra facilement financer de grands projets d'infrastructure, comme on le voit ailleurs. Lorsque nous regardons un peu les compagnies d'assurance, globalement, je ne sais pas si c'est l'assurance, à force de travailler sur la finance, sur les projets d'infrastructure, on constate, surtout dans le monde développé, que le résultat technique de compagnies d'assurance dans le monde développé est pratiquement négatif. Mais pourtant, elles font du bénéfice. Comment? Parce qu'elles font des placements sur les marchés financiers. Elles interviennent beaucoup sur les marchés financiers. Donc, à travers les marchés, on peut vraiment capter les ressources de compagnies d'assurance pour financer les infrastructures. Ce qui veut dire qu'il faudrait également qu'on approfondisse la réflexion et voir comment faciliter davantage l'intervention de ces compagnies pour pouvoir placer leur liquidité, capter leur liquidité sur ces marchés en vue de financer les infrastructures. Nous n'avons pas le choix de mon point de vue. Avec toutes les contraintes que nous commençons à connaître, nous sommes obligés de prendre en main notre destinée. Ça, c'est l'engagement. Et nous sommes obligés de réfléchir. Lorsque nous revenons sur la profondeur du marché, le marché secondaire, il est pratiquement inexistant. Les gens achètent les titres, ils attendent donc les échéances pour percevoir les coupons le plus souvent. Alors que nous savions que pour qu'un marché soit bien développé, il faut que ce marché secondaire soit attractif. Et c'est là qu'on voit justement l'intérêt des fonds d'investissement, des sociétés de capital de risque quelquefois, qui peuvent intervenir. C'est là aussi que nous voyons l'intérêt en fait d'un développement des marchés d'assurance à travers les marchés financiers. Parce que les compagnies d'assurance qui surtout ont beaucoup de liquidités auront la possibilité, au lieu de faire juste des DAT, je n'ai rien contre les banquiers, excusez-moi, je suis banquier, au lieu de faire juste des DAT, elles pourraient aller donc sur ces marchés. C'est-à-dire qu'on a intérêt à développer ces activités de capital risque pour rendre notre marché secondaire, ou le marché secondaire, le marché profond, des marchés liquides, sur lesquels facilement on peut faire de la transaction. Nous pensons également que pour favoriser ce développement des infrastructures à travers les marchés, il faille aller rapidement vers une interconnexion des marchés.
Mais aujourd'hui, avec les plateformes mobiles que nous avions, qu'est-ce qui m'empêche de rester à Libreville et de transiger dans la zone du mois ou ailleurs? Rien ne m'empêche. Avant, c'est vrai, on avait un problème technique des plateformes, mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Et hier, j'ai discuté avec un DG qui disait, mais il suffit juste de mettre un robot bien fait, qui vous permet de gérer tout ce processus. Donc, nous avons intérêt, pour développer donc les infrastructures, pour développer le marché financier, à réfléchir sur cette problématique d'interconnexion. C'est pour une des raisons pour lesquelles j'ai posé la question hier. D'interconnexion, pour faciliter justement l'élever des ressources. Je peux continuer. Bon, les limites au développement des marchés financiers, on ne va pas y revenir. Je pense qu'on a beaucoup développé cet aspect-là hier et on les a développés aujourd'hui. On pourrait continuer. Bon, les cadres réglementaires également, c'est des éléments qu'on a développés depuis hier. Je pense qu'on ne va pas revenir. Les véhicules, oui, on peut parler un peu des véhicules, on en a déjà parlé. Nous avons compris qu'aujourd'hui, le secteur privé est recherché du fait de son expertise, son savoir-faire, du fait de sa capacité à pouvoir mobiliser de la ressource, du fait du système de management privé qui améliore la performance des infrastructures, la performance du secteur public. Mais nous avons aussi des véhicules tels que les fonds d'infrastructure, on en a parlé, les obligations d'infrastructure, les obligations sociales, en fait, tout ce qui est en forme de produits que nous avons sur le marché financier, on peut les utiliser. Mais une fois de plus, il faut même réfléchir à la profondeur de nos marchés. Il faut même réfléchir à redynamiser ces marchés à travers les pistes que nous avions données pour faciliter leur développement, fonds d'investissement, fonds d'infrastructure, oui, société côté, oui, mais la condition une fois de plus, c'est l'approfondissement des marchés. Dernier élément. Bon, les effets bénéfices d'interaction entre le marché financier et les TPP, oui. Et si nous voulons vraiment développer des TPP, prendre en charge ces TPP par nous-mêmes, à travers le marché, il faut développer le marché, il faut trouver des synergies, il faut avoir le courage de réfléchir, sinon difficilement on aura des solutions égales à ce que nous constatons. Par contre, pour nos banques, les banques commerciales, excusez-moi, nous avons ce que nous appelons, à travers nos travaux de recherche, les PPP à taille humaine, que nous préconisons et qui peuvent être pris en charge par nos banques. Si dans les PPP, c'est vrai, on a tendance à avoir de grandes infrastructures, mais nous pensons que de plus en plus, par exemple au niveau du développement des collectivités, développement des villes, on peut avoir des projets à taille humaine, pour lesquels effectivement on peut faire appel à nos banques, des projets à taille humaine qui pourraient être confiés à nos collectivités locales. Et pour ces projets, effectivement, je pense que les banques auraient un rôle à jouer. Je ne dis pas qu'on n'a pas un rôle à jouer dans le financement des infrastructures, non. Mais je dis qu'elles ont souvent des limites du fait de la nature de leurs ressources, qui ne cadrent pas toujours avec la nature des projets en partenariat public-privé. Mais c'est vrai qu'elles apportent des ressources en besoin en fonds de mouvement, c'est vrai. Quelquefois, les ressources moyennes terme, c'est vrai. Mais si on arrive à dimensionner également nos projets, je crois qu'on pourrait, à taille humaine, on pourrait facilement les réaliser et avec des objectifs de performance. Pour finir, je me permets de présenter assez succinctement la Société africaine d'ingénierie et d'intimidation financière. Comme je vous disais, elle a été créée en 2022. Elle a eu l'agrément de l'autorité du marché financier en août 2022. Elle a commencé ses activités plus ou moins en décembre 2022. Elle est spécialisée dans les levées de fonds d'ingénierie financière. Bon, c'est des activités classiques, outre l'ingénierie financière et la garantie de financement qu'elle fait à travers des partenariats. Je peux continuer. En termes de réalisation, elle a créé un forum qu'on appelle Forum international de l'investissement boursier. Et en 2024 et 2025, en 2025, on avait environ 400 personnes venues un peu de partout pour réfléchir justement sur cette thématique en lien avec le développement des marchés. Elle participe à des salons. En 2024, elle a levé 129 milliards pour le gouvernement burkinabé. En 2025, elle était co-chef de file pour la levée de 100 milliards sous forme d'emprunt obligataire pour l'État du Togo. Elle a levé 7 milliards en fin 2024 comme co-chef de file pour une institution financière qui est en train de devenir une banque bientôt. Et elle a levé 5 milliards il n'y a pas longtemps pour une société privée. En fait,
à ce niveau, elle a fait beaucoup plus appel à l'ingénierie financière. Elle a pris une société qui n'est pas végétaire, qui avait plein de difficultés. Et en 2 ans, elle a accompagné de bout en bout la société à travers l'ingénierie financière du conseil. Et elle est parvenue à envoyer la structure en bourse. C'était un challenge, c'était un objectif. Pour dire qu'on peut le faire, ça peut prendre du temps. C'est assez fatigué, mais je pense que ça a été un succès. Et actuellement, elle est en train de réfléchir sur des questions liées à la titrisation des créances. Oui, à la titrisation des créances, à la restitution des dettes de certains États, en faisant appel à l'ingénierie financière. Globalement, voici ce que nous pouvons dire donc de la SAECF. Je vous remercie et je laisse ouvert à vos questions en relation avec les PPP et le financement des marchés financiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le PDG, pour cette brillante présentation. Nous allons prendre 2 questions dans la salle. Financement des PPP, marché des PPP. OK. Oui, merci beaucoup au PDG pour cette brillante présentation. Achille Félicien Boué, aspect financier et ici, agréé aux humains. Justement, je suis très intéressé par le conseil des PPP. J'aurais été un crime qu'on sort de ce forum sans forcément parler de PPP. C'est même quand on dit développer nos États, c'est notamment à travers les partenaires publics. Vous avez bien mis le doigt sur la problématique qui est celle du financement de ces projets, qui sont quand même des projets à des maturations très longues. Pourtant, notre marché financier est vraiment orienté sur les solutions de financement sur le court terme, même peut-être moyen terme, pour certains marchés développés comme un peu en Tunisie ou au Maroc. Alors, la problématique que vous soulevez, est-ce que vous ne pensez pas que les fonds de pension, notamment dans le modèle anglo-saxon, les PPP, on voit que c'est les fonds de pension qui constituent effectivement l'une des solutions idoines pour financer effectivement ce type de projet. Alors, nous, chez nous, on se rend compte que nos fonds de pension sont un peu dormants, et qu'au lieu d'avoir des fonds de pension, des fonds de retraite qui dorment dans des banques commerciales, est-ce que nos législations ne devraient pas évoluer un peu pour que les fonds de pension deviennent effectivement de véritables leviers de financement, n'est-ce pas, de ces projets quand même qui ont des maturations très longues, mais qui sont des passages obligés pour développer nos États. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur. Une deuxième et dernière question. Il y en a ici aussi. Bonjour, Serge Boudjoua, DG du FGS. Merci infiniment pour la présentation. Je pense qu'elle est très ciblée, très succincte. Ça reprend un peu l'ensemble des difficultés qu'ont les marchés financiers en Afrique. Je vais trouver ça assez clair. Ce que je souhaitais vraiment, je pense que c'est un peu le besoin, toute la problématique, je pense que nous tous ici nous la connaissons déjà. Nous avons de vrais besoins d'infrastructures, de demande de financement long terme. Unfortunately, malheureusement, sur le tapis, sur la place, nous n'avons plus de cours pour moyen terme. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Là, ce n'est pas vraiment une question que j'ai, ce serait plus une demande de vous proposerai d'essayer de zoomer un peu sur cette partie-là. Vous avez, dans l'exemple que je vous propose, un État africain qui a envie de faire de routes, qui a envie de faire des projets structurels sur l'énergie, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure dans votre anecdote, puisqu'il manquait d'énergie. Concrètement, il a un gros besoin de financement sur un projet infrastructurel de très long terme. Qu'est-ce que vous proposeriez aujourd'hui à un État, sachant que tout à l'heure on a vu des fonds d'infrastructure? Alors, là, ce serait vraiment au public, c'est de leur expliquer. Vous avez un État en face de vous qui vous pose la question, qui a besoin de plus de détails, de plus d'explications. Qu'est-ce que vous proposeriez en ingénierie financière actuellement? Merci infiniment.
Vu la demande en termes de questions, on va prendre quand même une troisième, s'il vous plaît. Il y avait des doigts à lever. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est Thierry Basson-Bénima. Je suis le directeur général de la Compagnie nationale d'électricité de Centrafrique. Je pense que la description que vous avez faite, c'est ce que nous vivons tous les jours. Mais ma préoccupation, c'est sur les origines de ces fonds qui servent au partenariat public et privé, toutes les difficultés liées à la gestion des risques de change. Parce que ce sont des éléments parfois qu'on n'examine pas au début de ces projets, mais c'est des problèmes qui, à la fin, apparaissent du fait que les devises utilisées ne sont souvent pas les monnaies nationales. Donc, pour ce type de problème, quelle solution on peut préconiser aux États ou aux acteurs afin que cette préoccupation soit prise en compte tout au début? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le PDG de SAIF, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Pour la première question, je pense que nous y avons répondu partiellement lorsque nous avons parlé des fonds d'infrastructure, des fonds pour les générations futures. Les fonds de pension également s'inscrivent dans cette catégorie de fonds qui sont donc destinés à financer des projets sur du long terme. Parce que qu'est-ce qui fait la nature de ces fonds? Ce sont des fonds qui recherchent, je pense que le DG du fonds Colombe de Vie, des placements sûrs. C'est d'abord ça l'objectif de ces fonds. Ils n'ont pas pour mission forcément d'avoir un rendement très très élevé, mais d'avoir un placement sûr. Parce qu'il étant destiné à des générations futures globalement. D'abord c'est la question. Et oui, je suis d'accord avec vous. Et ce type de fonds, on peut bien l'utiliser. Mais moi je dirais que l'intérêt d'un tel forum justement, c'est de susciter progressivement un changement. C'est ça l'intérêt en fait. On fait aussi des éducations financières à travers les différents panels, ce qui permettrait de changer progressivement les mentalités, les façons de faire. Et peut-être que dans 5-10 ans, on y parviendra. Parce que du jour au lendemain aussi, on ne peut pas le faire. Il ne faut pas se flatter. Et j'ai vu le cas d'un pays africain, je ne dis pas quel pays, d'un fonds, un peu comme votre fonds, avec un DG qui se disait bien protégé, super puissant, qui voulait faire bouger les choses. Initialement, avant lui, ses prédécesseurs avec les ressources dans les banques, très bien rémunérés, avec tout ce que vous savez. Il arrive et dit non, la nature du fonds, c'est de financer des infrastructures, j'y vais. J'ai été chassé à ce moment-là. Pourquoi chasser? N'oubliez pas aussi, j'ai parlé des parties prenantes. Quand vous venez pour déséquilibrer subitement un système équilibré du jour au lendemain, ça peut poser des problèmes. Et c'est pour qu'il faut aller progressivement. Ces banques qui avaient ces fonds, des fonds très importants, mais en réalité, elles utilisent pour faire des placements, quelquefois sur les marchés financiers. Quand vous regardez un peu la nature de nos banques, elles font plus de placements que la compagnie d'assurance, surtout parce que justement, ce sont ces ressources qui prennent. Ça, c'est normalement sur banquier. Et c'est un modèle classique que nous connaissons. Si vous venez du jour au lendemain, vous dites à ces banques-là, je récupère le fonds pour investir, déséquilibrer leur modèle. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont d'abord se protéger. Et si elles ont la possibilité de vous éjecter, elles vont le faire. Mais si vous venez dans ce que j'appelle un partenariat gagnant-gagnant, dans un processus dynamique, progressif, en les impliquant dans le processus, cela peut prendre du temps. Ça peut évoluer. Et c'est pourquoi, justement, dans mes recommandations de mes travaux, je propose une implication de toutes les parties prenantes, y compris les régulateurs. Ça répond un peu à la question de quelqu'un, y compris les régulateurs. Et pour moi, avoir de tels forums permet justement de faire participer ces parties prenantes-là. Et ça suscite quelquefois des prises de conscience progressives, et au bout de quelques années, ça peut bien changer. Revenant sur la gestion du risque de change dont vous avez parlé, je crois qu'il y a une question qui avait été posée sur le produit dérivé. C'est là aussi en fait l'intérêt de ce type de produit. Et c'est pourquoi dans mes recommandations, je disais qu'il faut approfondir les marchés financiers. Il faut songer à mettre de nouveaux instruments, côté des matières premières, mais aussi les produits dérivés. Et les produits dérivés vont permettre justement de pouvoir gérer ce risque de change. Mais en attendant, je crois qu'il existe pas mal de mécanismes avec des banques qui ont des partenariats aussi avec d'autres banques pour prendre en charge ces risques de change. Et c'est pourquoi il faut prendre le temps nécessaire d'approfondir justement les études liées au projet. Pour moi, c'est dans la phase d'études qu'il faut penser à cette question en fait.
tous les risques et donc le but d'échange qu'il faut prendre en charge. Pour revenir sur la question du DG, du fonds, votre question est intéressante. Avec l'expérience, moi j'ai compris que quand vous êtes dans ce type de projet, une fois de plus, il faut intégrer les parties prenantes et il faut aller chercher ceux qui font la résistance pour les amener dans un comité interministériel, pluridisciplinaire, tout ce que vous voulez, pour faire le travail. Et faites en sorte que ceux-ci puissent trouver leur intérêt dans ce que vous faites. Mais dans une logique évoluée, oui, là ça peut évoluer. Et je suis quelqu'un qui propose assez fréquemment ce que j'appelle des projets pilotes. Pour ce type de projet justement dont vous parlez, assez intéressant, innovateur. Si vous arrivez à faire intégrer ces parties prenantes en les disant, nous faisons pour le projet pilote. Nous voulons réussir le projet ensemble. Voici les différentes contraintes. Essayons de voir ensemble comment nous pouvons lever ces contraintes, étant donné que l'intérêt que nous mettons en avant, c'est l'intérêt national. Pas toujours, mais quelquefois, on peut faire bouger les lignes. Et en ce moment, les parties prenantes vous diront donc qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faciliter le financement. Vous avez pris le cas d'un projet d'énergie. Une fois qu'on met un comité en place, on fixe les objectifs. On se dit, bon, certes, la mise en œuvre n'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'échanger. Je pense que souvent, on peut trouver la solution. Et dans la mise en œuvre, on peut faire appel aux banques de développement. Vous avez la Banque centrale, vous avez la Banque africaine qui aime ce type de projet, vous avez la SFI qui aime ce type de projet. Si vous arrivez à les associer, quelquefois ça prend du temps suivant les cas de banque, vous avez la DEG et tous ces agents de population qui sont intéressés par ce type de projet, et surtout les projets énergétiques. Ça les intéresse parce qu'elles savent que ce sont des projets rentables. Une fois que vous arrivez à les avoir dans un comité, en général, vous trouvez une solution. Et moi, j'ai dit, on fait les projets pilotes, et par derrière, on tire les leçons et on essaie de mettre en place des outils pour financer. Et quand les gens prennent intérêt, ils prennent goût à la réussite, au succès d'un ou deux projets, ils sont disposés à faire bouger les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Directeur Général. Est-ce qu'on peut applaudir pour Monsieur Dabéry? Monsieur Dabéry, vous êtes invité à prendre une photo. Bon, cette fois, c'est moi qui suis à l'honneur. C'est le live.